grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes ici en direct pour notre grand rendez-vous de l'immobilier, mais c'est surtout le grand jury de la presse immobilière qui a lieu tous les mois. On est ravis de vous retrouver. Nous étions tout à l'heure au 104e congrès des maires de France. On a quand même beaucoup parlé d'immobilier, de logement, d'urbanisme. On ne peut pas franchement dire que l'ambiance soit au top en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée de ce grand rendez-vous et de ce grand jury de la presse, c'est de décrypter pour vous l'actualité. En ce mois 2022, de novembre 2022, on va parler spécifiquement, notamment du reste à vivre des Français, des prix de l'immobilier, entre mythe et réalité. On va essayer de faire la boucle avec nos journalistes. Et accueillons nos journalistes pour donner le champ. C'est un plaisir de les avoir sur le plateau comme chaque mois, et nous recevrons, c'est de tradition, un grand témoin, une figure incontournable dont le prédécesseur d'ailleurs trônait ici en décembre 2020, et oui, ça fait quasiment un an. Il était avec nous. Nous avons l'honneur d'accueillir dans quelques instants Charles Marinakis, le président de Century 21. Mais avant cela, dans le grand jury 2.0, laissons aussi la parole au grand jury avec une tribune libre. Une tribune libre, vous savez, c'est une séquence, les amis, qui nous permet, entre journalistes, de décrypter l'actualité. Voilà, pendant quelques minutes, les coups de cœur, les coups de gueule sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, la revue du grand jury, c'est parti tout de suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière, le débat. Et voilà, on se retrouve avec nos amis journalistes. Isabelle Ray-Lefebvre est avec nous. Bonjour Isabelle, bonsoir Isabelle. Comment ça va ? C'est toujours un plaisir de vous revoir sur ce plateau tous les mois, fidèle au poste. Isabelle Ray-Lefebvre, d'ailleurs, dont on attend impatiemment le bouquin, qui va sortir bientôt. Un peu de patience. Voilà. C'est un bouquin européen. Isabelle, tous les mois, je vais vous le rappeler. Voilà, j'attends d'avoir le bouquin et je veux ma dédicace et on fera une spéciale sur ce bouquin, bien évidemment, et on réunira tous nos amis de la presse. Quelqu'un qu'on adore dans le métier, le pince sans rire, l'empêcheur de tourner en rond, en tout cas une plume acérée. Je me rappelle quand je l'ai lu la première fois, c'était il y a un peu plus de 20 ans, sur le télétravail. Il avait prophétisé effectivement ce qui s'est exactement produit ces 5 dernières années. Journaliste au point, c'est Bruno Monnier-Vinard. Salut Bruno. Salut Sylvain, bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va bien. Je suis ravi. Notre productrice, animatrice, journaliste sur tous les fronts est avec nous. On est ravis de la voir dans ce grand jury. C'est notre amie Charlotte Eckerl. Salut Charlotte. Bonsoir à tous. Et bien évidemment, ce ne serait pas complet sans notre guest star du soir. Il est le président de Century 21. Bonsoir Charles Marinakis. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Alors on va essayer, on va dire d'écrire un petit peu votre parcours, de vous connaître mieux, de mettre un visage sur le président de Century 21, et puis ensuite, d'emblée, on va parler du sujet qui vous anime au quotidien. Celui que vous faites au quotidien, c'est réaliser les rêves des Français en accédant à la propriété. Mais en ce moment, il y a quand même quelques difficultés pour les porteurs de projets. Ce que je vous propose, entre journalistes, première séquence, la revue de presse, c'est parti tout de suite après. Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo. Ben alors Charlotte, le coup de cœur, le coup de gueule de ce mois-ci, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a ému ? C'est un petit coup de gueule aujourd'hui pour nos amis agents immobiliers, parce que c'est aussi nos amis, les agents immobiliers. Les agents immobiliers ont des amis, ça, oui, c'est bien. C'est un petit coup de gueule parce que je trouve que on est en train de faire de l'immobilier une espèce de variable d'ajustement un peu économique et les honoraires, je parlerai plus précisément des honoraires de location qui ont été, comme vous le savez, réglementés et qui devaient être évalués tous les ans et qui, depuis 2014, ne l'ont pas été, n'ont pas augmenté pour nos amis qui ont quand même, pour la majorité des PME, on le rappelle quand même, et au même titre que il y a l'augmentation de l'IRL pour les loyers. Enfin, l'inflation aujourd'hui est en plus très présente et on fait
l'un des rares travails qui l'immobilier, je veux dire, de manière générale, qui voilà, dans lequel on nous dit combien on est censé marchander notre service. En fait, on nous a tarifé le prix du pain, quoi. C'est un peu ça. Voilà, on nous tarifait le prix du pain. Donc 2014, il y avait une promesse au moment où la loi est sortie qui aurait une réévaluation chaque année. Et aujourd'hui, on est en 2022, il n'y a rien eu. Donc bon, on a compris, l'immobilier est une sorte de variable d'ajustement. En plus, je crois qu'il y a un discours de vouloir éventuellement déréglementer. Réglementer surtout peut-être la transaction. Alors, quand on dit réglementer ou déréglementer, en tout cas, l'autorité de la concurrence, vous l'avez vu, a consulté très largement. On a 2 petites jeunes rapporteurs de l'autorité de la concurrence dans le but peut-être de voir comment fonctionne le monde de l'immobilier. Est-ce que c'est un signe avant-coureur de ce qui peut se traduire en... Alors certains disent déréglementation, dérégulation. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, beaucoup de questions s'y fusent, notamment sur l'abrogation ou la refonte de la loi Hauguet. Complètement. Et puis, je ferai un parallèle entre ce coup de gueule et un article que j'ai lu et que vous avez sûrement tous lu hier ou avant-hier sur les salaires des patrons du CAC. Ah oui, oui. Hein ouais. En fait, c'est juste, c'est un parallèle. Je vous le ferai comme moi ou pas, mais de se dire que finalement, voilà, on vient voir les patrons de PME, puisque l'immobilier, c'est des petites boutiques. Pour la majorité, ne sont pas des groupes, et que parallèlement à ça, en période de crise où tout le monde se serre la ceinture, on a des rémunérations de grands dirigeants qui explosent. Voilà. Question posée. Alors, émotion, coup de gueule, coup de cœur. Moi, ce serait plutôt un coup de cœur sur le crédit immobilier à la française. Ah bon ? Oui, c'est-à-dire qui est très protecteur du consommateur. On a vu aussi avec le taux d'usure, les courtiers faisaient des coups de boutoir sur le taux d'usure. Et les Français sont endettés à taux fixe. Et aujourd'hui, en période de hausse des taux, c'est quand même un vrai atout. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, où les taux sont passés de 1,8, 1,2 à 6%, qui s'appliquent au crédit en cours, qui déstabilise le budget des acquéreurs, je trouve que la prudence, la sagesse des banques et des régulateurs de banques marche bien en période de crise. On l'a vu en 2008, on le revoit aujourd'hui, surtout que les prêts à taux fixe, alors c'est pas une règle, on a le droit de faire des taux variables, mais c'est une pratique à 95%. Les Anglais ont essayé de nous imposer leur taux variable dans les années 2000 avec des nouvelles banques, AB National, Egg, etc. Ils n'ont pas réussi et je trouve que c'est bien de ne pas transférer le risque aux acquéreurs. C'est dit. Bruno. Alors moi je vais être aussi sur un coup de cœur. Est-ce que vous connaissez Cyclope ? Cyclope, c'est une plateforme de réemploi des matériaux dans l'immobilier tertiaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie carbone, et pour faire cette économie carbone, on favorise les restructurations de bâtis existants dont on garde la structure, qu'on désosse à la petite cuillère. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de tous les déchets qu'on a ? Avant, on les mettait à la benne, à la moquette, les gravats, etc. Et puis, depuis 4 ans, il y a une plateforme qui s'est créée, qui s'appelle donc Cyclope. Ça a été créé par Sébastien Duprat, avec le concours de 2 poids lourds, Aegis, et puis la foncière ICAD. Et le principe, c'est quoi ? C'est de proposer un peu, comme à la bourse, de revendre les matériaux qui ont été récupérés pour d'autres opérations, ou alors pour les restructurations même, se servir in situ de ce qui reste. On n'est pas obligé de le mettre dedans. Alors son patron, là, Sébastien Duprat, disait que pendant 3 ans, l'offre était bien supérieure à la demande. Et puis récemment, vous savez bien ce qui s'est passé. Il y a eu pénurie de matériaux, hausse des matériaux, et donc ça prend tout son sens. Et c'est l'inverse. Aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Et je voudrais citer 2 opérations qui
de gens qui travaillent avec Cyclope, mais qui sont des opérations emblématiques de restructuration sur Paris. Il y a un énorme... c'est l'ancien siège de Peugeot, avenue de la Grande Armée, 75 avenue de la Grande Armée, qui a été complètement restructuré par la foncière Gessina et qui aujourd'hui accueille le Boston Consulting Group, le cabinet de conseil prestigieux que vous connaissez. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réemployé, ils ont cassé toute une façade et il y a 81 tonnes de déchets qui ont été réemployés dans le bâtiment et notamment pour refaire ce qu'on appelle le terrazzo, c'est-à-dire le sol. Donc, vous voyez un petit peu l'économie que ça fait. Puis une autre opération un peu du même style, c'est l'immeuble Biome dans le 15e arrondissement. Ça, c'est la foncière SFL. Et eux, c'est pareil, ils se sont servis pour refaire des sols, mais aussi, il leur fallait créer des faux planchers. Ils sont allés les acheter, ces faux planchers, sur cette plateforme Cyclope. Moi, je trouve ça remarquable. Et d'ailleurs, je peux citer, en plus de Cyclope, qui est très bien, c'est Upcycléa. C'est aussi une nouvelle start-up aussi qui fait... J'y pensais. Voilà, avec Christine Guinebretière, qui est une cofondatrice vraiment emblématique. Comme quoi on peut être un start-upper sans avoir un sweat à capuche et avoir un certain âge. Je rappelle juste quand même que la moyenne des start-uppers en France, c'est 46 ans. Juste pour casser un peu le modèle. Vous savez, moi, il y a quelqu'un qui avait dit, j'ai 50 ans, j'ai monté ma start-up et je vous emmerde. Voilà. Et je trouve que, effectivement, c'est rassurant de se dire, finalement, qu'il y a un âge. Il y a aussi une chose très intéressante, c'est que dans ce que tu dis, Bruno, il y a eu la récupération, en fait, des bétons qui étaient déconstruits, qui ont été retravaillés sur des granulats, sur des formules bas carbone, qui ont été repris notamment par nos amis de Calcia et d'Heidelberg Cement, puisque, comme vous le savez, les cimenteries sont des industries de très proche localité, on ne peut pas délocaliser, donc les toupies sont à proximité, en général c'est un rayon de 250 km, et donc ces granulats extrêmement intéressants, puisqu'ils ont été récupérés avec 75% d'empreinte carbone en moins. Donc c'est super. Alors déjà c'est pas mal. Et la deuxième chose, c'est que ça réduit la logistique, ça réduit les nuisances sonores et l'acceptabilité des grues pour le public est quand même plutôt pas mal. Alors moi j'ai un petit coup de gueule qui s'adresse au ministre du Logement, Olivier Klein. Voilà. Cher Olivier, mon cher Olivier, voilà. Je vous écris une bafouille. Voilà. Cher Olivier, je vous fais part de ma plus grande déception à l'égard du vide sidéral de vos annonces récentes. Je m'explique. Vous étiez un maire à Clichy-sous-Bois de grande qualité. Vous avez présidé à l'ANRU. Vous avez été très offensif dans l'ouverture et le désenclavement des banlieues. Je m'étonne, mon cher Olivier Klein, ministre du Logement, que vous n'ayez pas eu un discours plus offensif pour, par exemple, gérer l'inflation des demandeurs de logement, dont le chiffre a augmenté sensiblement ces derniers temps et dont on attendait de votre part un signe avant-coureur qui, au lieu de stigmatiser une profession immobilière qui fait son boulot, qui accompagne les gens au quotidien, eh bien non, vous avez décidé finalement de ne pas donner cette parole aux professionnels et plutôt d'engager un discours dans lequel, on peut le dire, on n'a pas l'impression, cher ministre du Logement, que vous ayez une grande marge de manœuvre. Voilà. Donc moi, je vous lance une invitation, auquel d'ailleurs vous n'avez pas forcément répondu, puisque vous n'êtes pas encore venu sur notre plateau. Eh bien écoutez, si vous souhaitez qu'on en discute, vous êtes le bienvenu ici, parce que j'aimerais bien qu'un jour, on pose clairement cette politique du logement, parce que ceux qui en souffrent, in fine, c'est les 3 millions de personnes aujourd'hui qui sont à la porte. Et je voudrais saluer un livre qui s'appelle « La génération bidonvilloise », écrit par Thierry Pacaud, dans lequel nous voyons actuellement, au moment où nous vivons aujourd'hui, la résurgence de bidonvilles en entrée de ville, dont certains même imaginent qu'on pourrait les réglementer pour voir le niveau de connerie sidérale dans laquelle on pourrait rentrer. On a connu dans les années 80, dans les années 70, avec l'âge que j'ai un peu vu ça, c'est que les bidonvilles de Noisy-le-Grand, rappelez-vous, à Aubervilliers, à Saint-Ouen, on a vraiment cru que ça allait disparaître. Eh bien, c'est pas le cas. C'était mon coup de gueule du jour. Maintenant, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on passe au portrait de notre grand témoin tout de suite après. Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo. Charles Marinakis, c'est toujours un plaisir de vous voir. Et enfin, mon rêve se réalise, vous êtes sur notre plateau. Je vous propose, mon cher Charles, comme il est de tradition ici, c'est qu'on vous fasse votre biographie. Bon, allons-y, il faut le faire. Voilà, sous la plume et la voix charmante de notre amie Charlotte.
Alors, effectivement, vous êtes un homme discret, Charles, puisque les informations vous concernant ne sont pas si faciles à trouver. Néanmoins, on a fini par trouver quelques bribes. Vous êtes diplômé de l'École des dirigeants et créateurs d'entreprises en 1985. Vous m'arrêtez, hein, bien sûr, si toutefois il y avait une erreur. Vous créez la même année la société Lumi Photo, que vous revendez en 1987 pour implanter et développer en France l'enseigne canadienne Au Coton jusqu'en 1990. Non. Exactement ça, juste à côté. Ici, Au Coton. Oui, à l'angle de la rue Étienne Marcel et de la rue Turbigo. Vous étiez dans les schmattès. Oui, j'ai démarré pas tout à fait, j'avais démarré par la construction d'abat-jour structurés à partir de photos. C'est à la mode maintenant, mais en 85, c'était une start-up de l'époque, donc on n'avait pas la visibilité des start-up d'aujourd'hui. Mais oui, j'avais créé cette entreprise. Moi, j'ai fait cette école pour ça, parce que assez rapidement, j'ai eu envie de créer des entreprises, d'avoir une certaine autonomie, une liberté d'agir et de penser. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer par ça en 85, effectivement. Et ensuite, j'ai fait une rencontre. Vous savez, la vie professionnelle, c'est une succession de rencontres, par bonheur souvent positives, parfois quelques mauvaises rencontres, mais dans l'ensemble, j'aime pas me plaindre de ces rencontres-là. Et c'est vrai que j'avais rencontré deux personnages incroyables, deux Québécois avec lesquels je me suis associé à l'époque pour créer une chaîne de magasins qui était d'inspiration la sweaterie. Alors, moi, je suis dans une tranche d'âge où on connaît ce type d'organisation, de commerce de détail de vêtements. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir ce qu'est la transaction de fonds de commerce. En fait, comment on achète et comment on revend des fonds de commerce. Et donc, d'ouverture en rachat de commerce, vous vous passionnez clairement pour cette activité. Oui, je me suis passionné pour ça. Et vous décidez de rejoindre en 90 le groupe Horeca, spécialisé donc dans la transaction de fonds de commerce, en qualité de simple conseiller. C'est ça, en qualité de conseiller, il fallait bien démarrer. Donc, Horeca, ça veut dire hôtel, restaurant, café. C'est aussi la terminologie anglo-saxonne des Horeca. Voilà, donc j'ai commencé par être... À l'époque, c'était pas conseiller, c'était moins d'hommes. On disait négociateur en fonds de commerce. Voilà, t'es des marchands de fonds. C'était... Voilà. Et comme vous êtes un homme ambitieux, vous devenez associé dirigeant dès 92. Oui, assez rapidement. Et vous reprenez 100% du capital en 2006, parce qu'il faut aller faire les choses jusqu'au bout. Tant qu'à le faire, il faut le faire vraiment. Quoi. Et ce groupe, il faut quand même savoir qu'il est aujourd'hui leader sur son marché et qui rassemble 90 collaborateurs et réalise 350 transactions par an. En 2000, vous rencontrez le fondateur de Century 21, Michel Trollet. Vous vous associez pour lancer ensemble Century 21 Entreprises et Commerce, puisque vous avez déjà bien roulé votre boss dans ce domaine-là. Et donc, on la connaît tous, la branche nationale dédiée aux agents spécialisés en immobilier de commerce et d'entreprise. Et vous en devenez le directeur général associé. Voilà. Vous revendez vos parts en 2010 à Century 21 France. Oui, on s'était assis sur un pacte d'associés avec Michel Trollet, qui était un monsieur, là aussi c'est une jolie rencontre, un monsieur formidable, qui est celui quand même qui a importé Century 21 en France en 1987 et qui avait un vrai visionnaire sur des tas de sujets et qui avait quand même comme ambition de développer tous les métiers de l'immobilier. La transaction résidentielle, c'était déjà une réussite, la gestion locative, le syndic de copropriété, puis il manquait une branche professionnelle. Voilà, comme c'est un métier assez difficile à maîtriser, on a décidé de faire une joint venture tous les deux et de créer cette branche. Voilà, mais il était prévu que cette branche, dès qu'elle était à maturité, il y avait un pacte d'associés qui prévoyait la cession de 100% des titres à Century 21 France. Voilà. Et comme vous souhaitez élargir la palette, vous en profitez pour fonder Crédit Pro. C'est ça. Qui est le premier réseau national en franchise de courtier en crédit pour les professionnels. C'est vous qui avez créé Crédit Pro. Ouais, c'est moi. Et donc, il rassemble aujourd'hui 70 Moi agences. Moi qui croyais connaître Charles, alors là... tu vois, le mémo parcours est quand même très important. Au moins, on sait à qui on a affaire. Et encore, on n'a pas parlé de sa femme. En septembre 2013, vous êtes rappelé chez Century 21 France aux fonctions de directeur général adjoint, puis vous êtes nommé directeur général en 2018. Et bon, la suite, on la connaît. Ça s'est passé exactement comme ça. En 2010, moi, j'étais très attaché à la transaction professionnelle. Et le courtage en crédit avait déjà trouvé sa place dans les transactions résidentielles. Moi, je faisais ce métier depuis 1991, mais je le faisais pour la consommation exclusive de mes agences. Moi, j'ai toujours souhaité garder mes agences. J'en suis toujours l'actionnaire de référence. Je suis toujours l'actionnaire majoritaire. Parce que ça me laisse un contact avec le terrain, avec une réalité de la transaction, du marché. Puis j'aime bien aller discuter avec les collaborateurs. J'ai des associés formidables. Vous avez combien d'agences alors du coup ? J'en ai 9. 9. Où ça ? 5 en Ile-de-France et 4 en province.
Et voilà, donc je suis assez content. Mais elles ont une particularité, elles ne font que des transactions de fonds de commerce, parce que moi je suis resté fidèle à cette activité-là. Et du coup, il m'a semblé qu'en 2010, le marché des transactions était arrivé à maturité pour accueillir cette fois-ci du courtage en crédit, mais non pas pour les particuliers, mais pour les professionnels, parce que c'était devenu assez technique, assez sophistiqué. Et puis c'est comme ça qu'en partant d'une feuille blanche, j'ai effectivement créé Crédit Pro. Voilà, c'est parti de là en fait. Donc on en a fait une franchise qu'on a pas mal développée pendant 3 ans. J'étais toujours en contact avec Laurent et Century 21 France, parce que j'accompagnais malgré tout la transition. Vous savez, quand vous avez été le fondateur d'une branche d'activité, c'est difficile. Et puis mes agences sont toutes franchisées Century 21, donc j'étais à la fois concerné par le maintien de l'activité professionnelle. Et voilà, puis un jour, c'est passé comme ça. C'est vrai, en vacances, et je reçois un coup de téléphone de Laurent qui me dit « Quand est-ce que tu rentres ?» Je dis je rentre dans quelques jours. Et en allant voir Laurent, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé une direction générale adjointe. À l'époque, j'avais mon camarade Didier André, qui était aussi qui s'occupait de la communication, qui était directeur général adjoint. Et voilà, on s'est partagé la direction de Century 21 France pendant quelques années, le temps que Didier coule une retraite bien méritée. Et à ce moment-là, on a unifié la direction générale en 2018. Et puis le reste, à la suite, malheureusement, tout le monde la connaît. C'est clair. Et donc, vous êtes aujourd'hui donc président. Oui. C'est un réseau qui comprend Century 21 943 agences, donc c'est quand même déjà une taille sensible, et donc qui regroupe 8000 professionnels environ. C'est ça, exactement. Vous savez tout là maintenant. Alors, vous connaissez Isabelle. à la fois bien la transaction dans le commerce et la transaction résidentielle. Est-ce que ce sont deux marchés très différents, et est-ce qu'il y a quand même des connexions quand l'un va bien, l'autre va mal, ou l'autre va bien? Assez peu. Il y a des connexions dans les techniques, si vous voulez, de travail, parce qu'on travaille sous couvert de la loi Hoguet, donc la pratique du métier est sensiblement la même, si vous voulez. En revanche, et on s'en est aperçu, c'était flagrant au moment du Covid, où les transactions professionnelles, en particulier les transactions de commerce, pour le coup, se sont arrêtées quasiment du jour au lendemain, si vous voulez. Et les leviers de ce marché-là ne sont absolument pas les mêmes que les leviers du marché, dont je pense qu'on va y revenir, bien sûr, sont absolument pas les mêmes que les leviers du résidentiel. Mais c'est vrai que pour le coup, ça me donne une palette d'intervention et de connaissances qui est plutôt assez large. Et c'est un métier de niche, les métiers de transaction de fonds de commerce, c'est 35 000 ventes à l'année, quand vous le mettez en vis-à-vis du marché du résidentiel, on parle pas du même monde, mais ça requiert une technicité particulière, et c'est assez difficile malgré tout à maîtriser, mais c'est extrêmement passionnant, extrêmement intéressant, et c'est une bonne école de la vie de la transaction de manière générale. Voilà. Est-ce que ça vous paraît utile que justement une agence immobilière puisse avoir finalement une activité pluridisciplinaire, résidentielle, fonds de commerce, gestion, oui. Est-ce que vous c'est des faites métiers partie, différents quand même. ou est-ce que vous dites voilà, une agence qui fait en même temps du fonds de commerce, qui fait du résidentiel, voilà. On l'a testé, Sylvain, pour être tout à fait transparent, quand on a démarré avec Michel Trollet, quand on a démarré cette activité, on s'est dit que c'était la logique. Il y avait déjà quasiment 500-600 agences chez Century 21. On a dit, on va le proposer à nos franchisés, ce qui paraissait être le sens de l'histoire. Et donc, on a créé un peu, on va appeler ça comme ça, c'est pas joli, c'est un anglicisme, mais des corners. C'est-à-dire, on a immergé une activité commerce dans des agences résidentielles. Et Charlotte vous a donné la réponse. C'est des métiers différents, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné, bien sûr. Non, c'est deux marchés très différents. Oui, en fait, on fait bien que ce qu'on Il fait faut tout le des temps. équipes. Voilà. Voilà. Bah oui. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que ceux qui font de la transaction, de la gestion locative, de l'administration de biens, du syndic de copropriété, ils ont besoin d'avoir une compétence en matière de locaux commerciaux et de droit au bail, parce qu'ils sont amenés dans leur portefeuille à louer des boutiques, d'accord, ou des locaux professionnels à en céder, soit au travers d'un droit au bail, soit au travers des murs commerciaux. Donc, eux, ils ont besoin d'une base, d'un background technique lié plus aux locaux commerciaux, à la valeur locative, au taux d'effort, au taux de rendement qui est spécifique. Vous savez, en fait, les marchés d'immobilier professionnel, moi, je les ai découpés en 4 saisons. C'est des marchés qui se superposent, mais qui sont absolument pas poreux entre eux, pour certains d'entre eux. Et donc, il y a le marché des fonds de commerce proprement dit, tout ce qui est café, hôtel, restaurant, pharmacie, tout ce qui est métier de bouche et qui a une valeur de fonds au sens comptable du terme. Après, vous avez les locaux commerciaux, à la location, à la cession ou les murs commerciaux, puis l'immobilier d'entreprise et enfin les cessions de PME, TPE. Voilà, c'est quatre marchés. Mais encore une fois, c'est absolument pas comparable avec le marché de l'immobilier. Bruno. Alors, une fois, vous m'aviez dit que le marché résidentiel, dans l'ancien, est s'autorégulé, qu'il y avait des cycles qui revenaient à des fréquences différentes. Mais est-ce qu'il y a la même chose pour les commerces dans une économie qui est aujourd'hui mondialisée, avec des enseignes globales, internationales? Pas du tout.
Alors, pas du tout. Le marché du commerce, il est souvent, il est un peu à l'abri du vent, par ça, voilà. Mais ce qui va le faire varier, si vous voulez, c'est souvent des considérations locales et techniques ou économiques. Et il est moins directement exposé à la macroéconomie au sens large du terme, si vous voulez, que ne l'est l'immobilier résidentiel. En gros, typiquement pour un professionnel, ils préfèrent tous payer 3%, si vous voulez, d'auto d'intérêt, mais s'il en paye 4 ou 5, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, si vous voulez, parce que d'abord, c'est l'exploitation qui paye l'emprunt. C'est pas la personne physique qui le rembourse. Voyez. Et ensuite, il crée un capital, c'est-à-dire à la fin, les prêts sur les fonds de commerce, c'est 7 ans. À l'issue des 7 ans, il a capitalisé, si vous voulez, il y a un élément de capitalisation qui est assez fort sur le fonds de commerce s'il a su le développer. Voilà. Donc là, il y a plus de critères locaux, ponctuels, de configuration, de topographie locale, d'offres et de demandes locales, de savoir-faire, en fait, de technicité de l'exploitant aussi, qui a souvent quand même une importance assez forte dans la valorisation du fonds de commerce, en tout cas pour la partie restauration. Donc c'est pas les mêmes leviers, c'est pas les mêmes influences. Il faudrait vraiment... Mais pourtant, le télétravail a disrupté un petit peu tout ça. Pardon, pas le télétravail, certains types de commerce. L'e-commerce. Oui. Alors, l'e-commerce, et puis aussi le fait que, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est fondamental aussi, c'est que l'impact macroéconomique peut avoir un impact si, par exemple, on faisait disparaître la notion de fonds de commerce, parce que c'est le cas dans d'autres pays, c'est le cas chez les anglo-saxons. Est-ce que vous craignez pas que le rempart fonds de commerce pas de porte à la française disparaisse au bénéfice d'une législation plus large qui ressemblerait étrangement à ce qui se fait aux États-Unis comme en Angleterre par exemple? Je pense que c'est possible, mais c'est à une échelle du temps qu'on connaîtra pas. C'est-à-dire, c'est impossible de dire aujourd'hui à des gens qui ont acheté un fonds de commerce de tabac à 1 million d'euros que du jour au lendemain, par un décret quelconque, ça vaut 0. C'est impossible. Donc cette mécanique, elle est impossible à décréter au sens presque... il pourrait y avoir des crescendo. Alors, il peut y avoir sur certaines activités... Vous prenez l'exemple du e-commerce, ce que Bruno soulignait tout à l'heure, le e-commerce. Qu'est-ce qui a été très frappé par le e-commerce? Essentiellement le prêt-à-porter et l'alimentaire. Très juste. Essentiellement ces deux activités qui ont subi le Covid de plein fouet, parce qu'effectivement, entre le télétravail et le confinement, ça a ralenti de 90% la fréquentation de ces magasins, ça a transporté les clients dans du e-commerce. Voilà. Et effectivement, on voit d'ailleurs, si on observe un peu les rues parisiennes, qui étaient des rues très prisées à l'époque, on sait qu'aujourd'hui, typiquement sur la rue de Rivoli, il y a aussi d'autres raisons. Il y a certainement d'autres raisons. Mais il y a 51 cellules de disponibles rue de Rivoli. C'est énorme. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Il y en a 19 rue de Rennes. Voilà. Donc le Covid, c'est vrai, vous avez raison, entre le télétravail, le confinement, le e-commerce, ça a beaucoup affecté, si vous voulez, le commerce de détail au sens équipement de la personne, on va dire ça comme ça. Voilà. Et Mais la restauration, je termine juste là-dessus, ce qui est un très bon exemple, c'est les dark kitchens. Oui, pendant le confinement, confinement, tout le monde dit, rappelez-moi ce que c'est. C'est des cuisines fermées. En fait, c'est de la livraison. C'est de la livraison. Ils font que de la livraison. Obscure, au sens obscur, ça n'a pas pignon sur rue, ça sert pas à des repas à table. C'est des cuisines centralisées, on produit des repas et ça livre. C'est ce que tu commandes quand tu fais un Uber Eats. C'est du Uber Eats, c'est ça? Pas que. D'accord. Et donc, pendant le confinement, tout le monde est c'est super, dark kitchen. Pas pour les voisins. Pas pour les voisins. Vous dites ça à cause des mobilettes. Non, Montreuil, il y en a beaucoup et ça crée des problèmes. Et donc, tout le monde a dit c'est super, voilà une nouvelle forme d'exploitation, etc. Maintenant que les choses se sont ouvertes, plus personne n'en veut. Les dark kitchen. Même les maires, ils en veulent plus. Plus personne n'en veut. Et donc, ce qu'a institué la période de confinement, c'est certains restaurateurs ont pris conscience du bénéfice, dans tous les sens du terme, qu'ils pouvaient tirer de la livraison à domicile et de la vente à emporter. Et donc, ils l'ont réintégré dans leur restaurant, si vous voulez. Et du coup, fin des dark kitchen. Ah oui, terminé. Oui, bien sûr. Il en reste, bien sûr. Mais je veux dire, quelque chose qui était présenté comme extrêmement novateur, qui allait révolutionner, faire une concurrence accrue aux restaurateurs. Factuellement, aujourd'hui, c'est fini. Et vous avez vu comme moi que les municipalités n'en veulent plus. Pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. Mais la géographie des restaurants change un peu, peut-être. Je vois quand même que les restaurants qui étaient très liés au bureau, ils ont quand même des baisses de fréquentation. Oui, alors ceux qui étaient, dans notre jargon, on appelle les 5 midis la semaine, c'est-à-dire ces gens qui sont fermés le soir, les 5 midis la semaine, le matin, de café du matin tôt, pour certaines brasseries, évidemment le repas, les déjeuners du midi, est souvent fermé le soir, ou en tout cas fermé, après maintenant le happy hour, c'est à 19h, 20h, après c'est fermé. Voilà.
Alors eux, ils ont beaucoup souffert parce que leur fréquentation, effectivement, vous avez raison, et ils continuent à souffrir. Pour les zones très concentrées en immobilier de bureau, pour ne pas le citer, la Défense, par exemple, où il y a effectivement une récession du trafic du Midi, et ils n'ont pas, eux, parce qu'ils ne sont pas bien géolocalisés pour ça, ils n'ont pas la possibilité de se rattraper sur un service du soir, parce qu'il n'y a pas de clientèle le soir. Il n'y a pas de clientèle le soir. Alors que vous êtes dans Paris intramuros, ou même à Montreuil, ou dans la Première Couronne, ou même d'ailleurs en banlieue. Moi, je vois là où est le journal Le Monde, la fréquentation a beaucoup baissé des restaurants. Vous êtes où Avenue Pierre Mendès France, là, dans les Acquis Vosges. Voilà. Là, c'est pareil. Qui est effectivement une avenue de bureaux. De bureaux, hyper concentration de bureaux. Voilà. Ouais. Mais là encore, il peut y avoir une partie de la clientèle le soir. Il y a quelques établissements qui fonctionnent correctement le soir. Voilà. Mais c'est vrai que si vous êtes très ancré bureau, vous allez souffrir de... Voilà. Alors, on va enchaîner parce que voilà, on a un timing serré parce qu'on a une productrice quand même qui fait bien les choses. C'est marrant parce que quand je suis en plateau, t'as vu, je suis vachement moins à cheval sur le timing. Je pense juste aux questions que j'ai envie de poser. On va passer sur le sujet, bien sûr, qui nous passionne aussi, c'est le parcours résidentiel. Et on va parler d'un sujet qui, franchement, qui est problématique, c'est le reste à vivre des Français et ses conséquences sur l'immobilier. Pour être très clair là-dessus, actuellement, j'allais dire, c'est pas double peine, c'est triple peine. On peut dire les choses comme ça, entre les prix. Je voulais dire aussi que nos amis Virginie Grelot et Marie Cœur de Roy sont à Malte, vous savez, voilà, pour un congrès des constructeurs de maisons individuelles. Mais tout à l'heure, je vous montrerai, elles nous ont fait une petite vidéo au soleil, vous allez voir, très sympa. Et elle voulait vous poser une question, Charles. Mais tout d'abord, je voudrais parler de l'ADN de Century 21, qui est vraiment très singulier. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est un réseau, quelque chose de très singulier. Ce que je propose pour refléter cette singularité, c'est de regarder cette publicité qui est extrêmement intéressante, qui m'a toujours interpellé. Et franchement, il va falloir que vous me disiez comment vous l'avez imaginé, parce que c'est juste incroyable. Écoutez ça. On y va pour la visite? Ok. Salut. Ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Maurice, poissonnier de père en fils, le meilleur. Ravi. Hey. Ciao. Marco. Enchanté. Hey. Des anciens clients à moi. Quartier très calme, beaucoup de ruelles. Et... Ah, salut Agathe. Ouf, la meilleure ostéo. Arthur. Hey. Ça va la famille? Ça va. Et la petite, ça va? Bien. Et ton chat, ça va? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Century 21. Bon, salut, ça va? C'est un peu plus compliqué que ça. On est un peu sophistiqué, je vous l'accorde. Je vais dire, vous avez mangé beaucoup de chocolat et de jus d'orange pour créer ça ou... Alors, c'est parce que là, moi, je vois une identité. C'est quoi? L'agence Century 21 connaît tout le monde dans le quartier. Oui, moi, j'ai un cheval de bataille qui est vraiment notre ADN. C'est les agences Century 21, ce sont des acteurs locaux engagés dans la cité. Nous, on est des commerçants. Alors, c'est pas que je vienne du commerce, encore que c'est forcément pas neutre, mais notre rôle, c'est d'être au cœur de vie des villes, de faire vivre notre métier. Alors, certes, on est des prestataires de services, on n'est pas des commerçants au sens du détail du terme, mais on a d'autres places dans la cité, c'est-à-dire on régule aussi ce marché du logement dans la cité. On participe à la vie des commerçants, à l'association des commerçants, on fait des collectes de jouets, on y fait passer le Tour de France, on va accompagner l'association X ou Y, on accompagne le club de foot, maintenant le club de rugby. Voilà, donc on est un acteur engagé dans la cité, si vous voulez, on aide les gens qui sont en difficulté, nos voisins, les gens de d'autres quartiers, de nos îlots, à trouver des solutions immobilières, qui veut louer, qui veut acheter, qui veut rénover, etc. Et ça, c'est notre métier. Et moi, je suis vraiment... c'est vraiment ça notre ADN. Voilà. Nous, on vit avec nos clients dans la proximité et on va d'ailleurs essayer de c'est ce que reflète le spot pub. Oui, le spot, il dit quand vous êtes conseiller Century 21, voilà, vous vivez dans votre centre-ville, vous connaissez les commerçants, son poissonnier, son ostéo, le poissonnier. Alors le check, c'était drôle parce que c'était le moment du confinement, on a conçu ça tout au début. Et donc, c'était la nouvelle manière de se saluer, un peu moderne, un peu originale.
et il vous a pas échappé qu'il ne salue pas les mêmes personnes de la même manière, donc il les connaît personnellement, avec un check spécifique pour chacune et chacun d'entre eux. Oui, c'est notre ADN, ça. Nous, on vit au cœur de la cité avec les commerçants et on veut être considéré comme tel. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, si vous permettez. Énergie à prix d'or, explosion des prix du panier alimentaire, augmentation des prix des matières premières qui se répercutent sur l'ensemble du circuit économique, des postes qui font fondre comme un neige au soleil le reste à vivre des Français et leurs économies. Quelles conséquences sur l'immobilier? Décryptage, ça devient galère. Alors, je donne juste un chiffre. 45% des dossiers de crédit sont refusés par les banques, alors qu'ils ne l'étaient pas il y a 6 mois, 7 mois. Durcissement des règles d'octroi, et donc du coup une demande qui est toujours très soutenue. Une offre qui commence à se reconstituer, c'est très intéressant. On a des régions qui ont reconstitué leur stock de mandats de plus de 20% dans certaines régions, et va-t-on, ou pas, directement vers une crise immobilière à la fois de l'offre et de la demande? Charles Baridakis. Non, alors le sujet que vous évoquez sur le reste à vivre, c'est le sujet crucial, en fait, on va pas se voiler la face. Le logement, c'est la première dépense des Français, donc si le revenu des Français diminue factuellement parce qu'il est consommé ailleurs, notamment dans une dépense inflationniste alimentaire ou dans une dépense énergétique supérieure, la quote-part des revenus des ménages qu'il pourra consacrer à l'immobilier, mécaniquement, va se réduire. Est-ce qu'elle va se réduire au point de geler la transaction et de faire en sorte qu'on puisse plus avoir accès à l'immobilier? Je ne le crois pas. Est-ce que ça va tendre les marchés? Oui, c'est déjà le cas. On en parlait tout à l'heure. C'est déjà le cas. C'est déjà tendu. Il y a des marchés qui sont déjà tendus où le marché est en train de pivoter aujourd'hui. Il a été très en faveur des vendeurs depuis des années. On va pas se voiler la face. Et il est en train de pivoter aujourd'hui. Et quand, Sylvain, il y a un grand principe, et vous parliez tout à l'heure d'autorégulation des marchés. Je suis quand même l'observateur de ce marché depuis 22 ans et chez 121 depuis 22 ans. Et il s'est toujours autorégulé. Et qu'à un moment donné, quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et maintenant, c'est trop cher. Donc il faut que le marché... Alors c'est trop cher, donc ça va baisser. Donc ça va baisser. Et de combien? Moi, j'avais fait une prédiction sur une... à l'époque, je n'étais pas encore invité sur Radio Imo, donc j'avais fait une prédiction sur une autre radio en disant que ça baisserait entre 1 et 3% d'ici la fin de l'année. C'était en juin 2022, et je pense que ça baissera entre 1 et 3%. Voilà. Réaction? Ça me paraît pas beaucoup. En 2009, quand même, on a eu 10-11% de baisse qui ont été vite effacées par les hausses suivantes. Il me semble quand même que, comme tous les éléments conjoncturels sont alignés d'une mauvaise manière, 1 à 3%, c'est quasiment la stabilité des prix. Il me semble quand même que on pourrait aller quand même au-delà de 10%. C'est possible, je ne le vois pas, cet atterrissage-là pour 2022, en fait. Ah oui, je parle plutôt pour 2023. C'était ça la question. Brice Cardi, président de l'adresse, disait que l'année 2022, l'année 2023, il prévoyait une baisse à minima de 5%. Pour 2023 ? Oui. Ok. De combien ? 5%. Pour 2023. Moi, j'ai annoncé en juin 2022, j'estime à l'atterrissage fin 2022 entre -1 et -3. Voilà. Je pense qu'on sera dans ces clous-là à peu près, parce qu'il y a... C'est déjà le cas. Voilà. Il y a une inertie, Sylvain, vous savez, entre le moment où le marché se retourne. C'est pas quelque chose de magique, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est un marché, ça se travaille, et puis c'est des marchés qui sont quand même assez puissants. Et donc il faut le temps que ça s'adapte. C'est en train de s'adapter. On est dans une variable d'ajustement. Pour l'instant, on est dans l'ajustement. Est-ce que 2023 va amener une baisse? Probablement que oui. Est-ce que ça va être entre 3%, 5%, 10%? Un peu comme vous, je serais plutôt dans une fourchette haute, et je crois que les vendeurs aujourd'hui, en particulier les vendeurs de maisons, vous savez que c'est les maisons qui ont été très inflationnistes du prix sur les 18 derniers mois, parce qu'on est sur des augmentations à 2 chiffres, et parfois 2 chiffres dont le premier n'est pas un 1 pour certaines régions, voilà. Donc on va dire ça comme ça. Et du coup, il va falloir que les vendeurs reviennent à la raison, soit retirent leurs biens de la vente s'ils ne sont pas satisfaits, si c'est une vente d'opportunité, soit que si c'est une vente sous contrainte ou sous volonté, il faut qu'ils aménagent leur prix pour le rendre nouveau solvable. Vous avez parlé d'une baisse de prix, mais dans la question, c'est pas forcément un constat qui est partagé par tout le monde. Je vous propose qu'on écoute une vidéo de nos amis Virginie Grelot et Marie Cœur de Roy. Elles posent une question sur les maisons individuelles puisqu'elles y sont, et aussi du rabat justement de la chute des maisons individuelles sur le bâti ancien. On les écoute. Bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous, bonjour Charles. Nous sommes avec Marie au congrès des constructeurs de maisons individuelles
Et donc on fait le point sur le marché de la maison neuve, il va pas très très fort. Donc on a une question pour vous qui est de savoir pour le coup comment se porte le marché de la maison dans l'ancien. Et j'ajouterais, puisqu'on fait le lien entre le neuf et l'ancien, sachant qu'il y a de moins en moins de neuf, est-ce que tous ceux qui voulaient acheter dans le neuf ne vont pas se précipiter sur l'ancien? Est-ce que du coup, ça pourrait pas finalement ralentir la baisse des prix que tout le monde attend? Justement. Non, parce que c'est pas idiot. Dans c'est pas idiot du tout. Non, mais on en a beaucoup. Alors, on a fait un billet la semaine dernière sur BFM Business aussi, dans notre club IMO où on va avec nos amis, dans laquelle on se dit effectivement, il y a une telle défaillance que, très franchement, on la sent pas vraiment venir parce que la demande est tellement soutenue que finalement, voilà, il y aura pas une baisse sensible comme on l'imagine. En tout cas, dans les zones tendues, on est d'accord. Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais le cas particulier de la maison individuelle, si vous voulez, d'abord, dans le neuf, il y a deux sujets. Il y a le sujet de qui est investisseur, qui est occupant. Typiquement, dans les appartements, dans les immeubles vendus en neuf, en VFA, vous avez une très grosse partie d'investisseurs qui vont chercher dans l'investissement du neuf une défiscalisation, vous la connaissez, et c'est souvent leur motivation. Voilà. Donc ça rejoint le parc locatif privé après, donc c'est un autre débat. Là, on sort du canevas normal, si vous voulez, du ratio d'acquisition. Si on trouve plus de produits de maison neuve à acheter, est-ce que ça va se reporter sur l'ancien? Probablement que oui, mais si l'ancien n'est pas finançable, dans tous les cas, vous avez beau vous reporter sur un produit, si vous n'êtes pas capable de l'acheter, vous ne serez pas capable de l'acheter, pas plus dans le neuf que vous serez capable de l'acheter dans l'ancien. Donc c'est un problème de solvabilité et de capacité, si vous voulez, d'emprunt. Toujours ce fameux reste à vivre et la capacité des ménages à emprunter pour leur résidence principale. Et si le marché est tendu au niveau des prix de l'ancien et s'il n'est pas accessible pour faute de produits dans le neuf, j'ai l'impression qu'on va être un peu au milieu du gué. Là, aujourd'hui, la mise en chantier, l'immobilier neuf, vous le savez, c'est juste une situation catastrophique. C'est 90 400 logements mis en commercialisation sur l'année 2022. Alain Dina, il faut rendre hommage, qui le dit depuis des années. Il dit depuis très longtemps qu'il faut 500 000 logements neufs par an en France pour nourrir le besoin de logement. On a, dans tous les cas, et dans les meilleures années, on n'a jamais été à ce niveau de production et de mise en commercialisation de logements. Voilà, donc oui, j'aimerais pouvoir dire que ça va profiter à l'ancien. Je veux dire, numériquement, oui, mais quand vous êtes en incapacité financière d'acheter, que ce soit du neuf ou de l'ancien, vous ne pourrez pas acheter. Oui, puis ce sera aussi un peu le serpent qui se mord la queue et la double peine. C'est-à-dire que ceux qui pourront acheter, ils auront des taux qui seront plus élevés, donc un reste à vivre plus faible aussi. Non, mais je veux dire, voilà, mais en fait, c'est double, triple, quadruple peine, Bruno. Les primo-accédants. Oui. Je voudrais faire référence à votre prédécesseur, Laurent Vimont. Alors, vous dites tout le monde sait ce qui s'est passé. Non, tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé. Malheureusement, le président de Century 21 il est décédé brutalement il y a combien, 2 ans maintenant, c'est ça? Non, le 11 mars 2022. 11 mars 2022, ça fait pas un an. Ouais. Ok, beaucoup moins. Et Laurent, lui, il avait une analyse qui était assez simple. Je ne crois pas travestir ses propos. C'est au banquier, combien tu me prêtes et avec ça, combien je peux acheter. Et premièrement, donc le critère de la hausse des taux, il est fondamental dans la régulation de ce marché. Et puis, après, l'exercice que Sylvain vous demande, il est difficile, et c'est Laurent qui disait ça aussi, la France, c'est une peau de léopard, parce qu'avec des marchés extrêmement disparates. Quand tu demandes de combien ça va baisser, etc., moi, d'après les interlocuteurs que j'ai, clairement, le marché est passé dans la main des acheteurs et non plus des vendeurs. Clairement. Mais ensuite, si on fait des focus sur les différentes régions, voire sur les différentes maisons, Marie et Virginie parlaient des constructeurs de maisons individuelles neuves. Ce sont des maisons à 200 000 euros maximum, enfin environ. Je ne crois pas non plus me tromper à peu près. C'est pas tout le marché des maisons. Vous voyez, dans l'ancien, on a des maisons qui vont peut-être plus à 400, 500 000, voire à 1 million, etc. Donc, là, on parle des constructeurs de maisons individuelles neuves. Mais ce que je veux dire, c'est que attention au raccourci. De combien ça baisse? 3, 4, 5%. Bon, en Bretagne, une maison en Bretagne, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle va baisser de 3, 4 ou 5%. Bien au contraire. Alors, moi, l'analyse, les deux analyses, la conclusion, je la partage un peu moins, mais les deux analyses, je les partage. Aujourd'hui, on sait très bien que
solvabilité ou la financiarisation, si vous voulez, d'un acquéreur. À un moment donné, je vais voir ma banque, voilà mon revenu. On sait tous qu'on est encadré par les lois Scrivener et Neyers, combien je peux emprunter, 35% de mon revenu. Tout le monde connaît ces règles-là, donc ça fait tant et avec tant, qu'est-ce que je peux acheter, voilà. Donc cette règle, elle est immuable, elle restera vraie, si vous voulez, tant que le système du crédit sera organisé comme il est organisé, et c'est bien qu'il le soit comme ça, vous aviez raison de le préciser dans le coup de cœur. On a été un peu dur avec le taux d'usure, sans jeu de mots. Voilà. Donc ça reste une vérité absolue de marché. Après, et on peut avoir le débat, moi je considère que le taux de crédit, c'est un régulateur de marché. C'est pas le fait générateur du marché. Sur ensuite l'éclatement des marchés, là pour le coup, c'est plus qu'une évidence. Ça veut dire que ça veut plus rien dire de donner. Moi je le donne aussi, et je vais vous dire franchement, je vais arrêter de le donner. Quand je dis le prix du mètre carré moyen en France, c'est 4 000 €, ça veut rien dire pour personne. C'est-à-dire que quand je dis ça à Paris, tout le monde est mort de rire et me dit c'est n'importe quoi. Mais oui, c'est vrai. Par contre, quand je dis ça à Narbonne, tout le monde me dit mais t'es un malade. En fait, c'est 2 fois le prix du mètre carré de Narbonne. Donc dans tous les cas, j'ai faux. Partout où je vais en France, j'ai faux avec ce prix du mètre carré là. Donc vous avez 1000 fois raison. Et d'ailleurs, maintenant, on va s'attacher à analyser des micro-marchés pour ce qu'ils sont. Parce qu'une vérité à Nantes n'est pas la vérité à Bordeaux, elle n'est pas la vérité à Montpellier. Prenons Paris. Prenons Paris. C'est un sujet polémique, Paris, hein, alors, Sylvain, vous le savez. Alors, prenons Paris. Bien évidemment, mais les têtes de réseau, les grands patrons de réseau disaient toujours la même chose, c'est un marché irrationnel et très particulier, bien malin celui qui prophétisera. Néanmoins, on avait observé que sur les 20 arrondissements, 5 étaient descendus au-dessous des 10 000 €. Oui ou non ? Alors, c'est 7 apparemment, hein, si l'information est confirmée. Alors, 7 arrondissements sur 17. Alors, oui, alors. On en a perdu, vous savez, dans les élections, on a perdu 4 arrondissements sans regrouper, en fait. Je vous adore, voilà, je vous le dis, je vous adore, je vous kiffe. C'est bon signe ou pas ? Non, mais moi, j'ai été. Non, mais Charles, on peut plus loger dans Paris. J'ai jeté un pavé dans la mare au mois de septembre en disant, chez Century, on observe que le prix du mètre carré à Paris a baissé et passé pour la première fois en dessous des 10 000 €, à 9 873 € exactement le mètre carré. Ouais. Les notaires ne partagent pas tout à fait votre avis. Non, les notaires partagent pas. Les notaires ne sont pas d'accord avec vous. Oui, les notaires, ils ont une latence aussi. Ils ont communiqué ce matin en disant que c'était 10 550 €, d'après les promesses de vente au 1er janvier 2000. Ce qui est peut-être plus intéressant que le chiffre, on ne sait pas si on a une vérité absolue, c'est que vous avez communiqué que le prix au mètre carré était 1 000 € moins cher qu'un an auparavant. Exactement. Voilà. Donc là, ça montre vraiment En tout cas, ce qui se confirme, Bruno, et les notaires l'ont confirmé ce matin, c'est que la tendance est à la baisse à Paris. Voilà. Et ils le disent eux-mêmes. On n'est pas d'accord sur le prix du mètre carré, mais enfin, il n'y a quand même pas un appartement qui nous sépare. Hein. On parle de 9 873 € à 10 550 €. Charles, il est à la baisse ou il est à ralentissement de la hausse ? Non, je pense qu'il est à la baisse. Ça dépend sûrement des quartiers. Non, mais attendez, les notaires disent qu'il a baissé de 1,2% en un an. D'accord. Ok. Ce qui n'est pas énorme. Alors, on va prendre une autre ville. Pour Paris. On va prendre une autre ville, si vous voulez bien, qui a tiré les marrons du feu et qui a subi, je peux le dire aussi, puis après tout, je peux le dire, je suis libre, une spéculation sans précédent, c'est la ville de Bordeaux. Voilà. La ville de Bordeaux. Est-ce qu'on s'est réveillé à Bordeaux ? Ou est-ce qu'on est toujours sur des tendances haussières à Bordeaux ? Non, Bordeaux, je crois que... Qui a été considéré comme vous vous rappelez, la martingale dans le ranking sur Google, c'était Bordeaux, etc. À tel point que même les Bordelais natifs avaient créé une association anti-parisien. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Oui. Les Parisiens rentrent chez toi. Voilà, exactement. Ça, non, mais et puis je parle pas des Béarnais et des Basques. Là, c'est carrément, ils y sont allés à coup de, comment on appelle ça, là, le TNT, parce qu'il y a une agence immobilière qui s'est fait sauter et un promoteur immobilier agressé à Bayonne. Oui, à Bayonne, voilà. Ils parce ont que envahi la maison de famille de Bruno Le Maire. Absolument. Le collectif Alda. Exact. Voilà. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Un petit village à côté de Bayonne. Voilà, on ne peut plus se loger dans les Basques, etc. Sauf que c'est les Basques qui ont vendu quand même les maisons à des prix stratosphériques, qui se disent après qu'on ne peut plus se loger. Prenons le cas de Bordeaux. Bordeaux, la ville de Bordeaux, je pense qu'elle est arrivée à un plafond de verre en matière de prix au mètre carré, clairement. Et je crois qu'elle va commencer à redescendre gentiment. Elle aussi, elle va devoir s'adapter. Je pense que la demande à Bordeaux commence à baisser significativement. Quand on en parle avec les différentes plateformes aussi, on voit que le trafic de demandeurs, d'acquéreurs, si vous voulez, a baissé à Bordeaux. Je pense que les villes de l'Ouest ont beaucoup profité de la délocalisation et de la migration professionnelle et familiale de certains Parisiens, régions parisiennes, mais pas que.
Des villes comme Nantes, des villes comme Bordeaux ont beaucoup profité de cette attractivité-là. Lyon. En fait, quand vous regardez Lyon, mais c'est tout ce qui est à 2 heures de TGV de Paris, en fait. Tout ce qui s'est situé à 2 heures de TGV de Paris, c'est-à-dire Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon, Orléans, Tours, Chartres, etc. Toute cette partie ouest, si vous voulez, qui est très accessible et très bien irriguée par les voies ferrées. Voilà, donc je pense qu'à Bordeaux, encore que le phénomène à Bordeaux, on peut imaginer qu'il était avant Covid. C'est un phénomène qui a été initié avant le Covid, qui a été amplifié par le Covid, mais reconnaissant que ce marché était déjà un marché en croissance avant le Covid. Est-ce que Toulouse va suivre la même trajectoire maintenant, non, parce maintenant que le maire Moudin ça prend beaucoup de temps d'aller en train à Toulouse. Vous avez vu? Oui, sauf qu'il vient d'obtenir la ligne à grande vitesse. Oui, enfin, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ouais, c'est clair. Ça a été Airbus, à mon avis. Ouais, ça a été. Alors, justement, tout à l'heure, on va terminer. Oui, pardon. Sur Bordeaux, c'est quand même l'exemple d'une ville qui a beaucoup construit et dont le prix du mètre carré s'est envolé, ce qui démontre que ce n'est pas parce que vous construisez beaucoup que vous faites baisser les prix. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord. C'est vrai, je partage tout à fait l'analyse, sauf qu'il s'est passé il y a un flux migratoire qui est arrivé à Bordeaux qui n'était pas... c'est vrai. Au moment où la décision, si vous voulez, de l'aménagement urbain était décidée à l'époque par Juppé à Bordeaux, parce que c'est Juppé qui a quand même initié ça, il n'avait pas anticipé ce flux migratoire. Est-ce qu'il a dérégulé le marché bordelais, même s'il ne faut pas aller jusqu'à demander aux Parisiens de rentrer chez eux, parce que je partage quand même l'avis de Sylvain. Beaucoup de Bordelais et des gens du bassin. C'était une blague de potache, en fait. Oui, oui. Non, mais ceci dit, vous avez raison, il y a quand même une hypocrisie. Je veux dire, à Bayonne ou à Biarritz, ce sont les Basques du Cru et des villages alentours qui ont vendu à prix d'or leur maison, qui sont les mêmes qui réclament ensuite des logements pour tonton, pour le cousin, etc. Donc, pareil en Corse, pareil en Bretagne. Pareil en Corse, pareil en Bretagne. Vous avez raison. Et on a des natifs, qui ont des difficultés. Alors on voit bien, Charles, que les difficultés arrivent. Alors on voit que l'année 2022 en volume de transactions va être excellente. On est d'accord là-dessus. Elle sera encore excellente. Elle bénéficiait d'un stock qui était déjà engagé. On a quand même vu depuis le 1er janvier des crescendo, des taux qui ont doublé, triplé, voire plus. On a des rétentions d'octroi de crédit, puisque le crédit était la mode des banques. Et comme je reprends les propos d'Olivier Landrevie, le patron de Capi, qui disait que le crédit immobilier c'était la tête de gondole des produits d'appel d'offres des banques. Et aujourd'hui, il y a même certaines banques qui ont carrément communiqué comme quoi elles n'accorderaient plus de crédit immobilier. On peut comprendre qu'elles étaient plus solvables ou qu'elles ne faisaient plus de marge, etc. Néanmoins, il faut quand même loger les Français. 12 millions de personnes mal logées, 3 millions de personnes inscrites sur des listes de logements sociaux, résurgence des bidonvilles, bien évidemment, des gens qui vivent même dans leur voiture parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger, etc. Bref, le phénomène s'amplifie. Les étudiants qui vont au camping à Angers ou à l'hôtel. Non, mais c'est... Oui, à Angers. Jusqu'en 2018, à Angers, il n'y avait pas de problème pour loger les étudiants. Et depuis, c'est absolument. terrible. Il y a l'effet Covid. Alors l'effet Covid qui a vraiment pas arrangé les choses là-dessus. Clairement, le revenu, le PIB par habitant sur des zones, sur 1/5 de la population française, c'est-à-dire la région francilienne, a impacté les PIB qui étaient beaucoup plus faibles dans certaines régions, donc forcément qui ont augmenté mécaniquement les prix. Question. Alors, je sais, on a bien compris que vous ne vouliez pas prophétiser le volume de transactions, mais transactions volume 2023. Et maintenant, je voudrais juste qu'on fasse un parallèle, si vous voulez bien répondre. Combien on faisait de transactions en 2016-2017 ? Entre 750 et 830 000 transactions. Et on disait, rappelez-vous, qu'on n'irait pas plus haut. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, quand on va rebaisser finalement à un taux normal, vous le disiez tout à l'heure, une régulation naturelle du marché, que c'est pas si grave que ça ? Moi, je crois que c'est pas si grave que ça. Là, il y a je suis un farouche défenseur de la régulation, de l'autorégulation du marché. En fait, il y a deux choses. D'abord, il y a un facteur macroéconomique qu'on peut pas ignorer. Il y a deux facteurs macroéconomiques qu'on peut pas ignorer. Et puis ensuite, il y a une kyrielle de régulateurs. Et vous vous rappeliez, Isabelle, à juste titre, qu'aujourd'hui, les planètes sont alignées défavorablement. Ces régulateurs sont tous alignés défavorablement. Ah ouais. Moi, je crois qu'un marché naturel de transactions en France, c'est entre 950 et 1 050 000 transactions. Voilà, c'est à peu près le gabarit. Alors, ce matin, les notaires ont annoncé 1 133 000 à la fin du troisième trimestre. Exactement, c'est ce qu'on a prévu chez Sentimatin, on n'est pas loin, on a prévu un atterrissage, 1 130 000. Entre celles qui sont intermédiaires et les particuliers, parce que c'est pas que... c'est la totalité des ventes. Sans le neuf, ou avec le neuf. C'est sans le neuf. Sans le neuf, on est d'accord. Okay. Donc c'est 1 130 000. Oui.
Voilà, dans un marché, on va dire conventionnel, peut-être que je suis pessimiste, mais je le situe. Chiffre, c'est vrai. Ça reste un très bon chiffre. C'est le deuxième record, puisque l'année dernière, c'était en 2021, 1 198 000 ventes, quasiment 1 200 000 ventes. C'est quasiment le double d'il y a 10 ans. Très juste. 583 000 ventes en 2009, d'accord, à peu près 600 000 en 2010. 10 ans après, le marché a doublé. Donc, est-ce que tout le monde peut raisonnablement imaginer que c'est le taux de crédit, la baisse des taux de crédit qui a fait doubler le nombre de transactions immobilières ? Évidemment que non. Évidemment que non. Les cycles de vie sont raccourcis aussi. Non, la vie va plus vite. Explosion de la demande. Mais c'est la démographie. Oui, il y a aussi l'explosion de la démographie. L'assise du marché transactionnel en France, c'est la démographie. En 1970, en France, il y avait 50 millions d'habitants. En 2020, d'accord, 50 ans plus tard, il y en a 20 millions de plus. Il y a 67 millions d'habitants. Vous avez 17 millions de personnes qu'il faut loger. Ce que je vous dis là, ça ne subit aucune interprétation possible. C'est factuel, c'est les chiffres de l'INSEE. Et ça va continuer Je passe de 50 millions à 67 millions. Dans le même temps, d'accord, la structure de la société française, d'accord, s'est réorganisée différemment, pour pas dire que si c'est bien ou si c'est mal. Et là où il y avait environ 3,2 personnes par foyer, on est tombé à 2,18 personnes par foyer. Famille monoparentale, explosion. Oui. Donc, non seulement vous avez 17 millions de gens à loger, mais dans le même temps, vous avez perdu un habitant par logement. Il y a plus de ménages, oui. Donc, ça crée une contraction, si vous voulez, sur le marché de l'immobilier résidentiel, qui est une contraction massive. À un moment donné, il faut bien loger les gens. Donc, vous me direz, ils ont qu'à louer, mais vous savez très bien que le parc locatif privé français est relativement faible, hein, c'est 23%. Le logement en France, c'est simple, je vous donne quelques chiffres. 36 590 000 logements en France, 81% de résidences principales, 10% de résidences secondaires, et le reste, je vais vous affoler, c'est des logements vacants. Ça, c'est le vrai scandale. Des logements vacants ? Vacants, vides. Oui, il y en a 8%. Exactement, il y a 8%, exactement 8%. On va dire c'est 81,8%, ça veut dire 82% de résidences principales, 10% de résidences secondaires, et effectivement 8% de logements vacants. C'est vrai qu'en 2006, on était à 6%, donc il y a une forte augmentation. Ça, c'est un vrai scandale. Et le taux de propriétaires en France, si vous ne le connaissez pas, je vous le redonne, en 1982, il y avait 50,7% de Français propriétaires. 40 ans plus tard, en 2022, il y a 57,6%. On a gagné 7% de propriétaires en 40 C'est pas énorme. Ce qui... Pas énorme. Et le taux d'accession beaucoup par rapport à d'autres pays. On est quand même... Et le taux d'accession baisse. Le taux d'accession à la propriété ne progresse plus. C'est pas beaucoup, mais baisse par génération. C'est pas 80%. Absolument. Parce que ça devient trop cher. C'est pas 80%. Parce que on n'est trop pas cher. En Espagne où on est à 80%. En langage européen, les primo-accédants sont de plus en plus âgés. On est d'accord. Oui, ça dépend. Après, ça dépend. On accède de plus en plus tard à la propriété. Oui, mais ça dépend des zones. Là aussi, c'est pareil. Ça dépend. Mais voilà, donc, en fait, voilà, ça, c'est le canevas, si vous voulez, de la structure du marché du logement en France. Donc, tant qu'on n'aura pas... vous parliez tout à l'heure de dérégulation du métier de la transaction. Moi, j'ai été interrogé par la haute autorité de la concurrence sur ce sujet de la transaction. Je dois d'ailleurs dire que j'ai été extrêmement bien reçu par deux personnes très attentives. Alors dites-nous en quelques mots. Non, je vous dirai rien. On fantasme là-dessus. Non, de fantasme pas. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Ils veulent abroger la loi Gay ? Ils veulent... Non, je crois qu'ils veulent comprendre quelles sont les mécaniques, si vous voulez, du métier d'agent immobilier. Il y a une tendance qui existe depuis la nuit des temps. Il y a deux questions. Et pourquoi ils s'y mettent maintenant ? Voilà. Ça, il faut poser la question à Bruno Le Maire. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Mais il y a deux tendances historiques. Depuis la nuit des temps, j'entends deux choses. Un, à quoi sert un agent immobilier ? Pourquoi on paye des honoraires ? C'est trop cher. Voilà, ça c'est vieux comme Hérode. Hein. Ça fait 32 ans que je suis agent immobilier, 32 ans que j'entends cette question-là. Et puis il y a une tendance interprétation macroéconomique qui consiste à dire que l'agent immobilier, et notamment ses honoraires, sont inflationnistes du prix. Et que donc on contribue, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, à l'inflation. Ça c'est mon interprétation, mais c'est ce que j'entends dans les couloirs des différents palais. Voilà, il faut faire la démonstration que c'est pratique. Pardon ? On dit pas ça des notaires. Non, alors les notaires, pour le coup, leur taux de rémunération est faible. Leurs honoraires sont tarifés. Oui, ils sont tarifés et ils sont assez faibles. Par contre, on ne dit pas ça des 6% taxés par l'État, en revanche. Dans le cadre des cessions, les droits d'enregistrement, les droits de mutation. Voilà. Ça fait la fortune des municipalités et des départements. Exactement. Donc là, quand les frais de mutation, c'est à l'entour de 7 à 8%, ça dépend où vous vous trouvez. Pour le coup, les émoluments du notaire, le pauvre, c'est 0,799. Au-dessus de 60 000 €, c'est pas grand-chose.
Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez, il faut répondre à cette question-là. Et vous qui êtes un observateur, vous êtes des observateurs de ce marché depuis longtemps, en fait, à qui profite le crime? Les taux d'intérêt, quand ils ont baissé, est-ce que ça a profité à l'agent immobilier ou au vendeur? Ça a beaucoup profité aux bailleurs. Aux bailleurs, pour la partie location. Aux bailleurs, absolument. Pour les vendeurs, ça a profité aux vendeurs. C'est bah ce oui. Qui est... bah oui. Bah oui. L'économie, cela que devaient économiser les acquéreurs, en fait, par la diminution du taux d'intérêt et de la mensualité, bah en fait, a été gommé par la hausse des prix. Voilà. Oui, mais on est sur un marché de l'affect de toute façon. C'est pour ça que si vous baissez les droits de mutation, il n'est pas certain que les prix baissent. Non, vous avez tout à fait raison. Et donc les collectivités locales disent on veut notre part. C'est tout à fait Je les comprends. On peut imaginer que le processus se répète et que l'économie, entre guillemets, faite sur les droits de mutation, on les retrouve dans une hausse de prix côté vendeur. On espère tous faire cette bonne affaire-là. Je suis assez d'accord mais c'est vrai. On va accélérer le processus parce qu'on a notre météo. Il y a des vraies raisons macroéconomiques qui font que le marché ne s'écoulera pas, il va se réguler, je suis d'accord avec Bruno 1000 fois, il est en train de se... Et de toute façon, c'est un marché de besoins primaires, Charles. Pardon ? Il y a un besoin primaire de se loger. Voilà, il y a un besoin primaire de se loger. Ok, voilà. Alors juste avant d'aborder le sujet, on est d'accord qu'on se dit tout. Ok. Est-ce qu'il va y avoir des morts sur le passage avec la baisse du volume de transactions ? On a observé qu'avec, vous l'avez rappelé, quand en l'espace de quelques années, on a quasiment doublé le volume de transactions. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de professionnels qui se sont mis sur le marché. Plus l'effet prix. Et plus l'effet prix. Puis aussi, on a vu naître, depuis une quinzaine d'années, des nouveaux modèles de distribution. On a fait une belle table ronde avec Charles. Je sais pourquoi, oui. Voilà. Sur quel sujet il m'a amené Voilà, des modèles... Alors, il y a les hybrides, donc il y a les mutants. Non, je caricature un peu. Les mutants, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois agents immobiliers et mandataires. Les mandataires... il y a le full électrique. Ouais, pas mal. Il y a quand même... voilà. Par contre, là, du coup, ça calme. Il y a un réseau qui s'appelle IAD, au moins pour le citer, qui fait 55 000 ventes. 61 000, non. 61 000. Donc, ils font 14%, un peu plus de 14% de part de marché. Vous êtes d'accord ? Non. D'accord. Je n'ai pas fait ce calcul-là, mais j'ai pas ça en tête. Ok. Ouais. Alors, ce chiffre a été communiqué par la maison des mandataires, mais le patron s'appelle Vincent Pavanello, vous le connaissez. Il s'était déjà coltiné avec Laurent à l'époque, qui disait mais d'où sortent vos chiffres du Lab FNIM et de la maison des mandataires. Question, toutes ces naissances de modèles, pour être très clair, et les agences ont-ils bénéficié d'un marché haussier naturellement ? Et que aussi naturellement que ça a augmenté, ils disparaîtront parce que ça va baisser. Voilà, pour être très clair. Alors, la Maison des mandataires a publié une note de synthèse en 2021. Moi, j'ai pas encore la 2022. En 2021, les agents mandataires représentaient 22%, si vous voulez, du marché intermédiaire. Voilà. On est toujours 70% d'intermédiation. Exactement, c'est 70% d'intermédiation. Ce qui veut dire que ça laisse aux agents immobiliers que je vais qualifier de traditionnels comme nous, ça nous laisse malgré tout 75% de part de marché. Donc aujourd'hui, les agents immobiliers, c'est la raison aussi pour laquelle Laurent s'était un peu écharpé avec Vincent Pavanello. Voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait, il y a une manière de présenter les chiffres, si vous voulez, qui est très orientée. Voilà. Et donc, les agents mandataires. Aujourd'hui, il y a 4 modèles de la distribution, si vous voulez, de la transaction immobilière en France. Voilà. Alors lesquels ? Vous avez le modèle que je vais qualifier d'historique traditionnel sur les agents immobiliers vitrés comme nous. On les appelle vitrés, mais c'est pas beau. Moi, je préfère appeler les agents immobiliers traditionnels parce que dans tradition, il y a des valeurs au moins. Donc, nous, on est proche de ces valeurs. Et c'est, j'espère, ce qui a transpiré aussi dans le film que vous avez vu, dans nos spots publicitaires. Ensuite, vous avez les agents mandataires comme IAD, Safety, Efficity, etc. Propriété privée, voilà. Et d'autres, qui sont des réseaux d'agents mandataires, c'est-à-dire avec une tête de réseau, si vous voulez, et qui a 5 000, 10 000, 15 000, 18 000, comme c'est le cas d'IAD, entre 15 et 18 000 agents commerciaux qui sont répartis sur le territoire, qui sont des indépendants dans tous les sens du terme, et qui payent tous les mois indépendamment pour travailler, parce qu'on oublie de le dire, mais ils payent tous les mois pour travailler. Voilà. Ils cotisent. Un franchisé, il paye aussi pour travailler, puisqu'il donne une royauté. La seule différence, c'est qu'il paye au résultat. D'accord. Oui, mais il ne paye pas 170 € par mois. Non, il paye beaucoup plus, qu'il a de meilleurs résultats, en fait. Pas mal. J'aime bien, ça Ceci étant, le troisième modèle, c'est ce que vous appelez les hybrides. C'est des gens comme Keller Williams ou Chemex qui ont choisi des modèles un peu intermédiaires. Ils ont des gros market centers qui sont nourris, 50, 80, 100 personnes, 200 personnes. Mais ils ont des locaux physiques souvent assez grands et c'est une espèce de
on va dire, comme son nom l'indique, un grand centre de transactions immobilières. Voilà, c'est ce modèle un peu hybride, avec des fortunes diverses, mais comme nous tous. Donc voilà. Et puis le dernier, vous avez raison, Charlotte, c'est ceux qui sont que des plateformes en fait de distribution d'honoraires et qui, elles, sont en situation d'échec, clairement, si vous voulez. Parce qu'il n'y en a aucune qui n'a pu tenir son modèle d'origine. Elles ont toutes été obligées de revoir leur organisation et leur business model d'origine pour revenir sur des honoraires à taux variables. Vous voulez parler par exemple des agences de mamie, non de papa, de tonton? Non, les agences de papa, on peut en parler librement parce qu'ils ont fait le choix d'avoir une cotation boursière, donc leurs chiffres sont publiés. Et ça, c'est encore une autre histoire. Pour moi, c'est une énigme. D'accord. C'est clair. C'est une énigme. D'accord. Encore Proprio, Arman, oui. Matera, etc. Bon, ou Zephyr, c'est des modèles. On peut pas être d'accord. Je vous trouve extrêmement poli quand vous dites que c'est une énigme. Je reprends la presse, il y en a qui disent c'est carrément une escroquerie. D'autres l'ont dit, c'est des machines à incinérer des fonds propres. Alors, ça c'est sûr. En fait. Non, mais je vous taquine, mais. Non, mais ne me taquinez pas. Moi, j'ai un fait pour les agences de papa, en fait, parce que je vous assure. Évidemment, c'est ironique ce que je dis, mais j'observe cette organisation professionnelle avec beaucoup d'attention. Et je me dis quand même qu'on est mauvais parce qu'arriver à coter une boîte comme ça aussi chère et à lever autant d'argent, si vous voulez, en faisant aussi peu de chiffre d'affaires et autant de déficit, moi, qui croyais être un entrepreneur avéré, c'est fou. En fait, je vois globalement assez nul. C'est le cas de beaucoup de startups, en fait, aussi. Enfin, il y a un côté très amateur qui fait que... Charles, moi, je respecte tous les modèles. Est-ce qu'il va y avoir des agences qui vont fermer? Matera, il me semble que c'est du syndic de copropriété. C'est du syndic, oui. C'est pas de la transaction. Mais c'est un pur player aussi. C'est un pur player, absolument. Oui. Donc, pour répondre juste à la question, il faut juste deux choses par rapport à ça. Moi, je respecte tous les modèles. Il y a tous les modèles. Parce que les boîtes de franchise aussi ont bénéficié des créateurs d'entreprises. Tout le monde a bénéficié de la croissance du marché. Et d'ailleurs, en fait, les agents mandataires, la part de marché qu'ils l'ont pris, ils l'ont pas pris chez nous, ils l'ont pris chez les particuliers. On est d'accord. Pas tout à fait. 20%, ils l'ont pris chez les particuliers. La croissance de 20%, ils l'ont pris chez les particuliers. Mais Charles, il y a quand même des agents immobiliers qui sont devenus mandataires, qui ont vendu leur fonds de commerce, qui ont fermé, qui ont mis la clé sur la porte et qui sont montés à l'étage. Non, ils n'ont pas mis la clé sur la porte, ils ont vendu leur fonds de commerce. Non, ils ont mis la clé sur la porte. Pardon. Ils ont fermé leur agence. Ah oui, ils sont montés à l'étage. Ils ont le droit de croire à un nouveau business model. Moi, je respecte ça. Moi, je vais être dur avec ça, mais je vais rentrer dedans, là. Ça m'agace, en fait. Ouais, vas-y. Non, mais franchement, c'est des gens qui... Enfin, bon, c'est pas un secret, Sylvain, vous le savez. Hein, moi, je suis diplômé immobilier, ICH. Voilà. Un mari agent immobilier. Merde, on a fait des études pour faire ce métier. Alors, moi, je le fais plus aujourd'hui. Mais néanmoins, on sait de quoi on parle. C'est un métier qui est complexe sur le plan technique, sur le plan législatif. C'est un vrai métier, quoi. C'est pas un métier de porte-clés. Et en fait, ces gens-là, qui font croire aux gens, parce que les mecs qui montent ces boîtes-là, c'est toujours des mecs qui viennent pas de l'immobilier. Hein, c'est des mecs qui viennent de nulle part, là, et puis qui se disent, ah tiens, moi j'ai payé cher mes honoraires d'agence, et puis je vais révolutionner le modèle. Mais en fait, on n'est plus du tout il y a 40 ans où l'agent immobilier pignon de rue, il était coiffeur la veille, il se disait, tiens, on n'est plus dans ce cas-là. Aujourd'hui, si, avec les mandataires, c'est exactement ce cas-là. Et ce qui m'a, moi... Le BTS IMO, il date, la première formation 96. en immobilier... Moi, ce qui m'a 91 pour moi. Chez les mandataires... J'ai fait quelques enquêtes, c'est de voir des profils quand même étonnants. Ah oui. Pas mal de fonctionnaires, mais attends, ces gens-là... d'enseignants. Ah bon d'enseignants, et l'enseignant, il connaît les parents d'élèves. Il connaît. Gendarmes, policiers. Bruno. On peut peut-être des fonctionnaires qui cherchent à arrondir leur fin de mois. On peut peut-être augurer qu'avec la réduction de voilure sur le volume, il y aura de la casse. Et s'il y a de la casse, peut-être que ce seront les gens les moins qualifiés qui passeront. Ah mais ça, c'est sûr. Comme à chaque crise. Et moi, je croyais et donc, je vais citer personne. Voilà. Moi, je croyais que ce qui singularisait le réseau Century, c'était pas sa proximité avec dans le village. Ça, je pense que si tu poses la question à tous les patrons de réseau, ils vont te dire à peu près la même chose. C'est juste. En revanche, je pensais que c'était la formation, justement, que vous et la méthode. Oui, alors, pour le coup, je vous ai dit ça parce que c'était attaché au film. Le film, il est marquant pour ça, il est révélateur d'un état d'esprit et d'un engagement. Dans un métier qui s'est complexifié. Dans un métier qui s'est complexifié. Alors, pour le coup,
Nous, on a l'avantage d'être... parfois, il faut que ça ait un avantage. On est les plus vieux dans ce métier-là, en termes de réseau organisé, depuis 1987. Et donc, c'est vrai qu'on a développé un savoir-faire formalisé, pour répondre à votre question, qui s'appuie sur des technicités de vente, et puis aussi sur une formation qui est très poussée. Donc, on forme plus de 3000 personnes, si vous voulez, par an. On a une formation certifiante et diplômante, RNCP, avec l'ESG, qui permet à nos collaborateurs qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de BTS, d'avoir malgré tout accès à un diplôme RNCP équivalent Bac plus 3, Bac plus 4, ce qui leur permet d'avoir accès à la carte professionnelle, ce qui est la suite logique de l'évolution de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Donc on est très à cheval, si vous voulez, très ancré sur cette notion de formation, mais aussi sur un savoir-faire qui, lui, s'est affiné et qui s'est consolidé dans le temps. C'est-à-dire que nous, des situations de marché tendues comme celles que nous allons probablement connaître, on les a déjà connues. Tendu, pour nous, c'est plutôt détendu. Ah oui, détendu. Alors, nous, pour le coup, on n'est pas très détendu dans ces marchés-là. Voilà. Mais dès qu'il y a une crispation de marché, nous, on a traversé ces crises-là. On a traversé la guerre du Golfe, on a traversé les subprimes, on a traversé toutes ces crises-là. Et donc on est là, on a traversé. Voilà. En volume. Il y en a qui ne se relèvent pas. Il y a une expression bien consacrée. 27% d'agences, 27% d'agences supplémentaires se sont créées à la faveur d'un marché dans les 10 dernières années. Oui, disparaîtront-elles ou pas ? Oui, alors, disparaître, je ne sais pas, mais en tout cas, certaines d'entre elles vont être en grande difficulté, c'est certain, mais il y a une expression bien consacrée, vous le savez, qui n'est pas, pour le coup, moi, ça m'arrange, à un moment donné, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Et c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui ont mis un maillot de bain. Ça, c'est l'expression de Laurent. Absolument. Exactement. Alors, le timing, je vous propose qu'on fasse une petite pause de pub pour faire notre dernière séquence. Nous attendons Philippe de Lignyville, le directeur général adjoint de Bien Ici, qui va nous faire un point marché, la météo de l'IMO, comme c'est l'usage dans le grand jury de la presse immobilière. À tout de suite. Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo. Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Axéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Énergie. www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique. Radio Imo, c'est ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un peu, qu'on essaie finalement de décrypter comment se comporte le marché. Donc, moins de ventes, plus de candidats à l'achat, qu'est-ce qui coince ? Moi, je vois un marché qui est très difficile à lire aujourd'hui. Bienvenue dans Permis de démolir, l'émission qui met fin aux fausses idées sur l'immobilier. Puis nous sommes sur Radio Imo et donc on a envie de découvrir évidemment vos goûts en matière d'immobilier. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro des têtes brûlées de l'immobilier. On se retrouve très bientôt sur Radio Imo. Première sur l'immobilier. La FNAIM vous donne rendez-vous les 5 et 6 décembre au Carrousel du Louvre, en présentiel ou digital, pour son 76e congrès et salon des professionnels de l'immobilier. Pendant 2 jours de plénière et ateliers, et autour d'un salon de 150 exposants, des invités de marque illustreront le thème de l'engagement. Et vous assisterez à la passation avec le nouveau président de la FNAIM. Inscrivez-vous vite sur congrèsimmobilierfnaim.com. Wow! Ah ouais, c'est quand même bien mieux son vis-à-vis. Avec Bien Ici, projetez-vous vraiment dans votre recherche IMO. Et voilà, de retour sur le plateau. Merci à toutes et à tous de rester fidèles au grand rendez-vous de la presse immobilière grand jury avec notre Philippe de Lignyville, chaque mois, qui vient nous voir pour nous faire la météo de l'IMO. Quel est le temps en ce moment de la météo ? Il fait beau ? Il fait moins beau ? Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors le temps, vous l'avez vu, les baisses de température, on a tous rallumé le chauffage. Donc on s'est dit chez Bien Ici que ce serait intéressant de regarder l'énergie. L'énergie, l'isolation. Sujet qui a été au cœur des débats et de l'actualité.
la hausse du baril, la hausse de l'énergie, le sujet des coupures cet hiver avec les centrales nucléaires vieillissantes, et puis surtout le risque principal, c'est le retour du col roulé dans la mode initié par Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, le col roulé. C'est ça la mode grenobloise. Voilà, exactement. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Cette augmentation du coût de l'énergie, on s'est demandé est-ce que ça a un impact sur l'immobilier, sur les projets, et est-ce que ça a un impact sur les prix. Donc on a fait une première chose, c'est qu'on a regardé, on a questionné les Français qui avaient un projet immobilier, on a fait un sondage tout simplement, en leur demandant quels étaient leurs critères de recherche les plus importants. Alors ils nous ont spontanément répondu, d'abord la localisation. Bon, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Le prix, même chose. Mais alors, en troisième position, et c'est là que ça devient intéressant, ils nous citent l'isolation et le diagnostic performance énergétique. Waouh, c'est jamais vu ça. Donc ça, voilà, avant c'était la portion ça va coûter cher tout ça là. Ouais. Et oui. Ouais. Avant on n'en parlait pas, c'était une formalité. Il va falloir rénover. Ouais, tu me fais le DPE, ouais, bon, t'inquiète, je fais le DPE. Et là, c'est un check. Exactement, oui, ils sont 34% à nous citer, et ils sont même 16% à nous le citer en premier. Avant la localisation, avant le prix. C'est un signe, tout ça, c'est un signe. C'est un signe. Quand on leur demande un peu comment est-ce qu'ils projettent l'importance de ces critères dans le futur, eh ben, ils nous disent, 7 Français sur 10 avec un projet nous dit ça va prendre de l'importance dans mon critère de choix. Parce qu'ils le font dans ce sens-là, en se disant je suis sûr de faire un bon placement si ça marche. Non, ils se disent, on leur demande est-ce que ce critère va prendre de l'importance dans le choix. Dans le choix. Et là, il y en a 7 sur 10 qui nous disent oui, ça va prendre de l'importance, de plus en plus. D'accord. Donc ça veut dire que les Français ont vraiment anticipé que ça va pas s'arrêter demain, ça va pas redescendre demain, qu'on est dans un vrai changement de marché et qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie, l'isolation, c'est un critère déterminant dans leur choix. Donc là, on a parlé un petit peu de la demande et de son Une conscience écologique aussi, peut-être, si on est positif. Exactement. Qui naît. Exactement, qui s'amplifie et qui génère. Les Français ont des idéaux. Et puis on a prouvé que les pauvres polluaient moins que les riches, donc comme on est en train de faire une nation de pauvres, du coup, voilà. Alors on a regardé et puis aussi... ils mangent moins aussi. Bon, oui. On a regardé également, là on a parlé de la demande, on a regardé un petit peu l'offre, et donc les annonces présentes sur Bien Ici, vous savez qu'on a accès au DPE, donc on peut savoir identifier les passoires des autres biens, et on a regardé les prix des annonces en transaction. Alors on a pris une partie du marché pour avoir un marché un peu homogène, on a pris Paris, on a pris les T1 et les T2. Et là on a regardé la différence de prix affichée, parce qu'ensuite on aura la négociation avec l'agent, mais en prix affiché, on est sur un prix de l'ordre de 15 à 18% quand on est sur un DPE FEG, donc une passoire thermique, par rapport aux autres biens. En location. En transaction. 18% en dessous. En dessous, bien sûr. Moins 18. Moins 18, ouais. Ah oui, la baisse est là. La baisse est là. Et ce qui est assez amusant, en fait, ce qui est assez marquant, c'est quand on regarde 2 ans en arrière, en fait, les prix étaient quasiment équivalents. Donc on a des courbes qui sont en train de se détacher, mois après mois, entre les passoires thermiques. Il y a 10 ans, un appartement étiquette G, qui d'ailleurs est interdit à la location à partir du mois de janvier 2023, se vendait quasiment le même prix qu'une étiquette C ou B. Voilà. Et là aujourd'hui, parce que le fossé s'est creusé entre 15 et 20%. Aussi dans une euphorie de marché qu'on n'a plus aujourd'hui. Hein. Il y a aussi cet effet-là. Mais oui, on a des prix qui s'éloignent entre les presque 20 points d'écart. C'est sur quel secteur ça ? Ça c'est sur Paris pour les T1 et les T2. Paris, parce qu'il y a et puis T1 et T2, c'est aussi une cible d'investisseurs. Aujourd'hui, l'investisseur, il a aucun intérêt à acheter si derrière il doit faire des. Sur Paris, il y a quand même beaucoup de primo-accédants qui sont sur du T1, du T2. Oui. Il y a Émilie in Paris qui nous ramène les investisseurs à Paris, quoi. Mais oui, bien sûr. Emily in Paris, alors c'est Bruno qui avait un petit encart, mais je crois que tu n'as même pas pu en parler lors du précédent grand jury. Il y a une série sur Netflix, Emily in Paris, qui ramène les investisseurs américains à Paris parce que ça rend un Paris merveilleux. Oui, je précise que Charlotte est une spécialiste des séries télé. Parce que les clients internationaux maintenant ne veulent plus avoir forcément une vue sur un monument parisien, mais être dans une ambiance qui soit So Emily in Paris. Voilà. Avec du commerce de bouche. En tout cas, elle a bien réussi son job parce que les acquéreurs américains à Paris, il y en a beaucoup en ce moment. Hein. Donc ça, c'est vrai, tout à fait. Je ne sais pas si c'est dû à Netflix, mais en tout cas. Je pense que la parité euro-dollar peut peut-être jouer. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, la zone dollar achète de nouveau en Europe, bien sûr. Oui. Alors nous, malheureusement, on est des épiciers, on n'est pas concernés par ces transactions-là. Philippe. Pour conclure, on peut se demander si cette tendance va s'inverser ou pas. À notre sens, il n'y a peu de risque que ça s'inverse. D'abord parce que les coûts de l'énergie, on en a dit tout à l'heure, sont... Et puis il y a un moratoire jusqu'à 2034. Voilà, tout à fait. On a l'inflation sur les coûts des matières premières qui rendent les travaux
cher. Et donc, cette décote-là, les acheteurs l'anticipent pour pouvoir financer les travaux. L'interdiction à la location, vous le disiez Sylvain tout à l'heure, qui, on le voit, fait translater des biens depuis la location jusqu'à la transaction. Et puis pour finir, ce que vous disiez Charlotte, la prise de conscience écologique, à notre sens, il y a... Je vous remercie Philippe. Voilà, c'était le mot de la conclusion sur cette prise de conscience, et ça c'est vrai que c'est, je pense, le point positif de cette... tendance de marché. Merci, mon cher Philippe. Peut-être une réaction rapide, Charles Marinakis. Moi, je suis content parce que, d'abord, c'est quand même assez logique que les passoires thermiques valent moins cher que les étiquettes, voilà. Et du coup, je suis à peu près certain que pour le coup, le prix du mètre carré à Paris va vraiment passer en dessous des 10 000 euros, en fait, puisque il y a tellement de passoires thermiques à Paris que, voilà. D'abord, c'est bien que vous observiez ça parce que ça veut dire que malgré tout, ce dispositif-là, il a un impact réel sur le marché et pour le coup, c'est souhaitable parce que c'est quand même le sens de la loi et puis c'est le sens de l'histoire. Si on veut avoir une conscience écologique qui se généralise, que les passoires thermiques valent moins cher, en tout cas qu'il y ait une décote sur le prix, ça paraît quand même être assez logique. Voilà. On va bientôt se quitter, bien évidemment. On va annoncer donc le prochain jury qui va se tenir en décembre. On a déjà l'invité, Charlotte. Oui. On va dévoiler son nom. On recevra Pierre Vital. Voilà, on va recevoir Pierre Vital. Pierre Vital est un promoteur immobilier, président de Ideal Group, un promoteur national. Il est en outre président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine. Et il vient d'ailleurs de lancer une nouvelle filière qui s'appelle Caractère sur la réhabilitation des bâtiments obsolète. Voilà. C'est un promoteur de nouvelle génération. Et nous recevrons également en janvier, je crois que c'est déjà calé. Oui, on aura... Vous dévoilez tout là, Sylvain. Ah, oui. On aura Beverly Kilbride qui est Head of Direction of TLL. Oh, pas mal. Voilà, on fait comme ça. Alors, je vous propose un petit jeu juste pour terminer et conclure ce grand jury de la presse de novembre. On était très honorés de vous avoir, Charles Marinakis. Je vous propose un jeu. C'est une grande première pour moi. Si vous deviez spontanément, mon cher Charles, dire, voilà, pour qualifier comme ça spontanément un mot, un adjectif qui vous viendrait à l'esprit pour qualifier notre entretien, votre passage ici, vous diriez quoi ? Je dirais professionnellement convivial. Voilà. Convivial, professionnellement. Exercice, Charlotte. Moi ? Un mot spontané. Je dirais famille. Famille. Mon cher Philippe. Je dirais passionné. Passionné. Passionnant aurait été mieux. Ma chère Isabelle. Assez expert. Expert. Bruno. J'ai droit à deux. Oui. J'allais donner deux. Oui. Premier panoramique et ensuite pointu. Voilà. Alors, si on veut avoir une vision panoramique et pointue du dispositif, encore faut-il rester ici en famille pour avoir finalement un professionnalisme convivial, bien évidemment, passionné, on est d'accord là-dessus ? Ah oui, oui. Avec une vraie dimension d'expert. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ce sera la conclusion, on se retrouve le mois prochain. Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.